Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux. Une nouvelle matinée avec de nouveaux invités inspirants, inspirés par l'Afrique. Bien entendu, c'est le fil rouge de cette émission. Les matins d'Aïssa que je vous présente avec beaucoup de bonheur. J'en profite pour saluer toutes les équipes techniques. Allons-y avec, dans un instant, notre première invitée. Nous accueillerons Merline Junzo. Elle est cofondatrice du salon Cindy Fashion Paris et de la boutique Cindy Air Shop. Vous allez avoir le tournis puisqu'elle fait plein de choses. Elle est conférencière, elle est auteure, elle est formatrice, conférencière. On parlera de toutes ses activités dans quelques minutes et nous parlerons de l'agriculture et de l'avenir de l'agriculture sur le continent africain à travers 2 projets innovants. Je compte sur vous pour rester avec nous. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. L'info du matin avec notre première invitée de ce jeudi 8 mai 2025. Notre première invitée, déjà installée sur le plateau d'Espace TV Europe, donc au cœur de Paris. On est dans le quartier de la Bastille. Nous allons la retrouver dans un instant, le temps qu'elle mette en place son petit enregistrement. Allons-y tout de suite. Merline Junzo. Je rappelle que vous êtes co-fondatrice du salon Cindy Fashion Paris et de la boutique Cindy Air Shop. Au-delà de ça, vous êtes une véritable passionnée du cheveu afro. C'est important de le rappeler. Une super entrepreneur aux multiples casquettes qui fait plein de choses. Alors, vous êtes coach capillaire et styliste spécialisé donc dans le cheveu afro, coach business coiffure afro, auteur d'un ouvrage intitulé La notice du cheveu afro. Vous êtes aussi conférencière. En gros, vous aidez les femmes aux cheveux abîmés, fragilisés, à réparer et à donner une seconde vie à leur chevelure. Et vous aidez également les passionnés de la coiffure afro et les coachs capillaires à générer des revenus sur les réseaux. On donnera les chiffres tout à l'heure puisqu'on ne se rend pas compte que c'est un secteur porteur où on peut bien gagner sa vie. Merci de nous rejoindre, Merline Junzo. Vous allez bien? Je vais très bien, Issa. Et vous, maman? Oui, très bien. J'ai beaucoup parlé. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça, avec du recul? Toutes ces casquettes, Merline Junzo, ça fait pas beaucoup? C'est vrai que oui, ça fait beaucoup, mais sauf que une comme moi qui est toujours passionnée, qui est toujours active, qui est toujours dans la créativité, qui est sans limite, comme j'aime souvent dire, je suis limitée. Oui. Et du moment où on ne se pose pas de limites, on ne voit pas que ça fait beaucoup, en fait. Parce que tout ceci est utile. Tout est lié. Tout est lié et comme on dit souvent, nous sommes une solution pour l'humanité. Donc forcément, tout est lié en tout cas. Alors en tout cas, vous êtes parti de rien. On va commencer, je pense, par raconter votre belle histoire. Puisqu'à 14 ans, vos cheveux étaient abîmés et c'est là que tout a commencé, cette belle aventure. Vous étiez du côté du Cameroun, alors vous avez grandi avec cette frustration et c'était une rencontre que vous avez vécue lorsque vous étiez installé à Yaoundé qui vous a permis d'avoir le déclic. Vous nous racontez un petit peu cette belle histoire. Vous nous racontez dans quel contexte vous avez grandi et justement à cet âge, 14 ans, des cheveux abîmés déjà. Vous nous racontez un petit peu? Merci beaucoup vraiment pour cette question parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas souvent compte. Ouais. Comme j'aime souvent dire, il y a des personnes qui sont nées dans certaines conditions qui trouvent des excuses quand rien ne va. Il y a d'autres qui sont nés dans certaines conditions qui trouvent la possibilité de s'en sortir et de ne pas se poser des limites. Mmh. Donc, je fais partie de celle-là parce que dès mon enfance, c'était très compliqué. Ma mère m'a beaucoup donné et c'est vrai que la prise en charge des cheveux, je ne l'ai pas connue parce qu'elle-même, à son niveau... On lui avait pas transmis. On lui avait pas transmis. Parce qu'elle est née dans les périodes... Elle a eu des périodes de maquis, comme on dit au Cameroun. Il y avait la guerre des Occidentaux qui sont venus. Et les familles, c'était très, très compliqué, en fait. Elles avaient d'autres priorités. Elles avaient d'autres priorités. Et ma mère même me raconte qu'ils se cachaient dans des grottes. Oui. Ouais, dans des grottes où elle voulait survivre, en fait.
Donc, de ce fait, elle n'a même pas eu le temps que sa mère lui transmette quoi que ce soit. Ouais. Et elle s'est débrouillée comme ça et plus tard, elle nous a mis au monde. Même si elle ne nous a pas transmis tout ce qui est cheveux, mais elle nous a transmis des valeurs. Oui. Je lui dis merci aujourd'hui pour ça. C'était très difficile, très jeune. Quand je parle 14 ans, oui, mes cheveux, j'en savais rien. Ouais. Parce qu'on est face à un cheveu, on n'a aucune notion et on ne sait pas comment en faire. Et on va se débrouiller. À cette époque-là même, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Je veux dire, je n'avais pas accès. Ouais. Je n'avais pas cette possibilité-là. Donc, je me débrouillais comme je pouvais, sauf que l'entretien, c'était bof, quoi. Et en fait, vos cheveux étaient abîmés par manque d'entretien? Par manque d'entretien, parce que c'est chaque tata qui va venir tirer à son tour, parce qu'elle elle-même n'a aucune notion, Ouais. mais elle a envie de te rendre belle, elle fait au mieux. Mais sauf que sans aucun diagnostic, sans aucun suivi, Ouais. on tire, on tresse, comme pas mal de personnes, hein, et finalement, on se trouve dans cette situation-là. Et justement, parce que le cheveu afro, c'est pas juste un type de cheveux, il y en a plusieurs. Et selon son type de cheveux, il y a des choses à faire et à ne pas faire. C'est bien ça? Ah oui, selon son type de cheveux, tout à fait. Parce qu'on a un cheveu fin, on a un cheveu épais, on a un cheveu dévitalisé, on a un cheveu abîmé. Et il faut tenir compte de tous ces aspects-là Ouais. pour pouvoir en prendre soin. Par exemple, si une personne demande à faire des tresses, vous savez qu'on était jeunes, c'est tout le monde qui voulait faire des tresses, Ouais. des petites tresses et tout. Et à cette époque-là, vous n'avez pas une personne qui va vous dire « Ah, comme vous avez un cheveu fin, on ne peut pas faire des très longues tresses parce qu'avec la lourdeur des tresses, Ouais. vous risquez d'avoir des chutes de cheveux, des pertes de cheveux et autres. » Malheureusement, on n'avait pas ça. Donc, tout ce qu'on voulait, c'est d'être belle. Et je me rappelle encore très jeune, ma grande sœur qui a commencé à coiffer très jeune aussi, hein, qui m'avait dit « Viens, je vais te faire une belle coiffure et tout. » D'ailleurs, j'en parle dans mon livre, La notice du cheveu afro. Et elle m'a fait une coiffure banane. Et quand, vous savez, à l'époque, des coiffures relevées là, qui créaient une forme, une grande forme et tout. Et quand vous voyez, on dit « Ah, voilà une dame de fer. » Pourtant, j'étais Ouais. très jeune. Il y avait les patras, par exemple, les grosses... Non, c'était même... Oui, il y avait des patras aussi. Ouais. Mais cette coiffure-là, en fait, c'était avec mes propres cheveux. D'accord. Une coiffure assez sophistiquée, Ouais. mais pour mon âge. Et quand je suis arrivée au bal, les moqueries. Ah, carrément. Et là, on perd un peu confiance en soi, en fait. Oui. Et on ne se sent pas bien. Et c'est des choses qui restent en nous. Par la suite, heureusement, j'ai pu trouver une dame qui m'a permis vraiment de retrouver confiance en moi, en fait. Alors, c'était à Yaoundé. À Yaoundé, cette rencontre, en fait, Ouais. avec cette dame qui tenait un salon de coiffure, c'est bien Oui, ça? qui Vous tenait nous un salon de racontez un peu? coiffure. Alors, j'avais un petit comptoir. Là, j'étais déjà partie de chez maman. Ouais. J'étais à l'époque à Bafoussam, Bamendjou. Oui. Et par la suite, je suis allée à Yaoundé. J'avais un petit comptoir sur le marché. Et la dame, elle avait un salon de coiffure juste en face de mon comptoir. Et cette dame, elle dégageait quelque chose, vraiment une prestance. Elle était vraiment très belle. Malheureusement, paix à son âme, elle nous a quittés. Oui. Voilà, même quand j'étais encore au Cameroun. C'est-à-dire, elle avait un très beau teint, elle avait des cheveux brillants, soyeux. Elle était, voilà, cette prestance, ces carrures. On voyait qu'elle, quoi. C'est ça. Et à chaque fois qu'elle passait devant mon comptoir, elle n'arrêtait pas de me dire « Mais Merline, il faut que tu viennes apprendre à coiffer. Viens, je vais prendre soin de tes cheveux. » Et puis, je me disais, faudrait qu'un jour j'aille la voir. Mais il y avait quand même ce manque de confiance Ouais. en moi, l'estime de soi. Et un jour, je me suis dit, faudrait que j'aille voir cette dame parce que ce qu'elle dégage là, je recherche ça. Et peut-être que vous étiez jeune et à l'époque, peut-être vous vous disiez, moi, en fait, j'arriverai jamais à son niveau. Elle est- Effectivement, C'est effectivement. Et par la suite, j'ai décidé d'aller la voir. Parce que dites-vous qu'en fait, se confier, pour beaucoup aussi, parfois, c'est pas évident. ça. Parce que la coiffure, quand même, c'est quelque chose qui est personnel, Intime. qu'on porte intime et ça fait partie de notre personnalité. Donc, se confier à une personne, parfois, c'est pas facile. Et dire à une personne, je me sens pas bien parce que j'ai vécu ça, je veux pas faire tel coup parce que j'ai rencontré tel problème. Parfois, il faut s'ouvrir, en fait. Et j'ai pu le faire parce qu'au fond de moi, je me disais,
j'ai quoi perdre. Si ce n'est que pour être comme elle, pourquoi pas. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les coiffeuses sont un peu comme des psychologues, parce que lorsqu'on va chez son coiffeur, on s'étonne de lui raconter des choses intimes, etc. Et je suppose que vos clientes aussi, peut-être, je m'éloigne un petit peu, mais on va revenir sur, sur la genèse, vous font des confidences, parce que c'est un moment où on est chouchouté, où le coiffeur ou la coiffeuse touche à notre intime, et du coup, on a plus de facilité à se livrer quand on est dans un salon de coiffure. Ce n'est pas que comme, merci beaucoup vraiment d'aborder ce point-là, on n'est pas que comme des psychologues. Je dirais vraiment, on est des... Parce qu'en fait, quand on est des psychologues, quand on touche la tête, c'est la tête qui porte les cheveux, c'est la tête qui porte notre esprit. En fait, la tête est le plus gros ordinateur qui n'ait jamais existé sur cette terre. Ça crée une connexion, en fait. Parce qu'on pense, tout est là-dedans, en fait. Et là, le cheveu, il est juste sur la tête. Et à travers le cheveu, en fait, on soigne. Donc, quand on reçoit une personne, prendre soin d'elle, c'est un moment vraiment unique. Parce que le cheveu représente beaucoup dans nos vies. Le cheveu, il est spirituel. Même déjà, quand vous massez la tête d'une personne, en fait, vous avez la capacité de débloquer la personne dans l'au-delà. Carrément. Ah oui, parce que parfois on est bloqué. Oui, on est bloqué dans sa vie, rien ne fonctionne. Rien que le massage, en fait, ça débloque la vie des gens. Et ça passe par quoi? Ça passe par les cheveux. Parce que nos cheveux, en fait, ils captent... C'est un canal. C'est un canal de transmission d'informations subtiles à notre cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de mysticisme autour des cheveux. Par exemple, on dit en Afrique, quand tu coupes tes cheveux, il faut les enterrer ou faire attention où tu les mets parce que ça peut être un canal d'attaque, etc. Bon, on va pas rentrer dedans, mais c'est marrant parce que ça évoque plein de sujets. Mais est-ce que vous vous rendez compte que parfois on dit une femme qui se coupe les cheveux est sur le point c'est un nouveau départ. C'est vrai. Parce que se couper les cheveux, en fait, ça permet de se départir de ses lourdeurs. Par exemple, souvent en Afrique, quand il y a un décès, on va vous dire, parce qu'un tel est décédé, il faut se couper les cheveux. Pourquoi on se coupe les cheveux, en fait? C'est une façon de manifester son amour et le départ de la personne, en fait. C'est une manifestation. Mais c'est quelque chose, en fait, que beaucoup ne prennent pas conscience de. Et c'est vrai que, par exemple, à la naissance d'un enfant, une semaine après, quand on fait son baptême, par exemple, on va lui raser la tête. Ah oui, en fait, à travers les cheveux, il y a pas mal de rites. Et il y en a même qui prennent des cheveux pour faire des rites. Et c'est vrai, d'ailleurs, justement, le cheveu naturel que l'on achète... pour ceux qui portent les mèches, on dit souvent que, parce qu'en fait, pour certaines, il y en a qui viennent d'Inde, et ce sont des femmes en fait qui participent à des sacrifices rituels et qui vont donner leurs cheveux après à des temples. Et lorsque ces cheveux sont récupérés et sont vendus en fait à des personnes qui vont les porter, on récupère le karma en fait de la personne qui avait ces cheveux. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais je pense que c'est important aussi d'évoquer tout ça. Et surtout que vous avez une réelle expertise et une légitimité à en parler. Ah oui, en fait, comme j'aime toujours à dire, il faut porter des extensions en conscience. Parce que tout est énergie, en fait. Si vous portez des extensions et que vous portez une énergie extérieure, il ne faudrait pas que ce soit tout le temps. Les extensions, c'est un outil de beauté. Ce sont des accessoires de beauté. Mais porter des accessoires de beauté H24, là c'est problématique parce que vous vivez avec l'énergie des gens en vous. Mais si vous décidez en conscience de vous dire, bon, je prends une énergie extérieure, je porte sur moi, mais pour un temps, parce que j'ai envie d'avoir notre style, une transformation, là c'est autre chose, mais faites-le en conscience. Mais il ne faudrait pas que ce soit vraiment tous les jours, parce qu'on a des femmes qui portent des extensions tous les jours. Elles ne sont pas elles, en fait. Elles ne sont pas elles. Elles s'éloignent un peu de cette magnifique femme qu'elles sont. Parce que leurs cheveux, pour certaines, elles n'ont pas eu d'éducation. Elles n'ont pas une bonne routine. Elles ne savent même pas comment les manipuler. Et de ce fait, elles ont du mal à sortir sans. Et sans compter... les influenceuses qui mettent ça en avant. Pour moi, c'est pas mauvais de porter une perruque ou extension, pose tissage et autres, mais tout simplement le porter en conscience et de se dire mes cheveux avant tout,
Voilà, on n'est pas né avec ces extensions-là. Dieu nous a donné nos propres cheveux, qu'on est amené à les valoriser, à les accepter et surtout à les aimer. Maintenant, si on n'aime pas nos cheveux, cela signifie que déjà, on ne s'aime pas nous-mêmes parce que c'est nous, en fait. Revenons à cette petite fille de 14 ans qui commence à prendre conscience qu'elle a envie de se transformer, qui rencontre cette dame. Qu'est-ce que vous lui avez dit ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est dit entre vous, si c'est pas trop personnel? Ah ben, j'en parle. Hein. Ce jour-là, j'arrive dans son salon, je m'assois, je dis, bon, ben, comme tu m'as toujours dit de venir, je suis là, mais je sais pas ce que je vais faire. Je t'observe souvent, je garde souvent tes coupes et j'apprécie beaucoup. Oui. Je sais pas. Et elle m'installe et puis elle me dit, bon, ben, je te suggère de soigner tes cheveux et de te coiffer tout simplement avec tes propres cheveux. Elle ne m'avait pas proposé d'extension ou quoi que ce soit. D'accord. Elle m'avait juste proposé des soins. Elle a soigné mes cheveux. Je revois encore cette image là où mes cheveux étaient vraiment brillants. Parce qu'en fait, un cheveu bien soigné, et quand vous êtes bien, ça reflète bien de l'intérieur. C'est vrai. Ça reflète sur la texture extérieure de vos cheveux. D'accord. C'est-à-dire, ah oui, quand on vous voit, en fait, il y a cette brillance-là. C'est un peu comme la peau. Mais ça se voit, je shine. C'est vrai. C'est-à-dire, si de l'intérieur, je vais bien... Et je confirme, hein, vous shinez. Si de l'intérieur, je vais bien, mes cheveux vont bien, ma peau ça va bien. Donc, tout vient de l'intérieur. Donc, déjà, quand elle a cette affirmation-là de me dire, je vais prendre soin de tes cheveux, je vais te coiffer avec tes cheveux. C'est-à-dire, je me visualise en elle, je me dis, ah, j'avais souvent l'habitude de voir ses cheveux. Ça veut dire qu'elle va faire ce qu'elle faisait souvent, ses cheveux. Et je vais lui ressembler. C'est ça. Donc, du coup, mais vraiment, cette dame, elle m'avait redonné le sourire. Et inconsciemment, je pense qu'elle a eu à me transmettre quelque chose. Ce que vous avez ressenti à ce moment-là, vous vous êtes dit, j'ai envie de le partager avec d'autres femmes? C'est ça. Non, pas du tout. Non? Pas du tout, non. À cette époque-là, non. D'accord, le déclic n'était pas encore là. Non, j'étais dans l'inconscient, mais c'est quelque chose qui était déjà ancré en moi, qui a pu se développer plus Avec tard. le temps. Et justement, vous débarquez à Paris en 2005 et vous commencez à vous former. Donc, en 2011, vous ouvrez votre salon et en 2023, vous fondez l'association APPCAP qui vise à éduquer sur les soins des cheveux afro et pouvoir avoir une meilleure santé capillaire. Alors, il s'est passé du temps entre la petite fille de 14 ans qui parle à cette dame et l'année où vous débarquez à Paris, il y a 20 ans, hein, tout juste aujourd'hui. Vous nous racontez cette période, à partir du moment où vous débarquez à Paris, la formation et après le déclic pour vous dire, ça y est, j'y vais, je me lance. Alors, c'est vrai que le déclic a été fort. Déjà, quand j'arrive à Paris, en fait, vous savez qu'on arrive dans ce pays, il y a le choc, en fait. Il y a le choc parce que vous arrivez déjà à vous découvrir le pays. Et moi, personnellement, je n'avais pas de famille ici quand je suis arrivée. Personne? Non, j'avais personne. Mais mon énergie que j'ai dégagée, parce que chaque personne, tout ce qu'on fait, ça nous revient plus tard. Et je me dis, toutes ces personnes qui étaient autour de moi, par rapport à nos relations et autres, ça m'a beaucoup aidée. Oui. Donc, j'arrive en France, la dame qui m'avait reçue, je vivais chez elle. Je travaillais à l'hôtel comme femme de chambre. Ouais. Et d'ailleurs, j'en parle parce qu'il y a un nouveau bébé qui est né là. Vous racontez votre histoire? Ouais. Belle idée. Où je raconte mon histoire. Donc, je travaille à l'hôtel et un jour, j'ai travaillé à l'hôtel 1 mois et demi. Un jour, j'arrive dans une chambre. Il y a un couple qui avait fait leurs besoins et n'avait pas tiré la chasse d'eau. J'étais très mal. Et là, je me dis non, je ne peux plus continuer comme ça. C'était très, très dur. J'étais très, très irritée en fait par cette situation. Je me dis, mais non, il faut que je mérite mieux, j'ai envie de faire... Enfin, j'ai d'autres objectifs en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, quand je commence, j'avais 25 ans. J'ai la gouvernante qui me dit, mais vous êtes jeune, pourquoi vous n'irez pas faire une formation et tout? Et là, je me dis, ben, la dame, elle a raison. Et c'est comme ça que j'arrête. J'avais une connaissance qui était au Cameroun, elle avait un salon de coiffure, qui était partie avant moi du Cameroun. D'accord. Et quand je la rencontre, la charmante Evelyne, vraiment... Vous êtes croisés comme ça par hasard? Je savais qu'elle était ici, mais je ne savais pas vraiment où elle était. Voilà. Et après...
j'ai eu les informations comme quoi elle était dans un salon de coiffure. D'accord. Ah, Là, l'univers commence à faire son travail. C'est ça. Et là, je décide, je l'appelle et je lui dis là, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, ben oui, tu peux, pourquoi pas, tu peux venir me voir et puis on voit ce qui peut se faire. Et le déclic, en fait, quand j'arrive dans ce salon, Ouais. je me rends compte que 8 femmes sur 10 avaient des problèmes de cheveux. 8 sur 10. 8 sur 10. Et de ce fait, Ouais. je ne voyais pas des solutions qui étaient proposées. D'ailleurs, j'en parle dans mon nouveau bébé qui vient de naître. Ouais. Et là, je me dis, Merline, il faut que tu apportes des solutions. J'étais là pour apprendre, mais en même temps, j'étais très observatrice. Et ce qui me marquait le plus, c'était de voir cette joie sur le visage de chaque femme qui venait après la coiffure. Elle était bien, elle était joyeuse. Et là, je me dis, le cheveu peut sauver une vie. Vous êtes revus, en fait. Oui, c'est ça. Et je me suis dit, ah ouais, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, en fait. Et puis, je me suis dit, bon, ben, je suis là, j'apprends, mais il faudrait que j'améliore certaines choses. Parce que la base de tout, pour moi, c'est la santé capillaire. Moi, j'ai toujours dit, une femme, une coiffeuse, peu importe son talent, peu importe le type de prestation qu'elle fait, si avant toute chose, elle n'assure pas la santé capillaire, pour moi, son talent, c'est zéro. C'est la base. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour moi, je pars de ce principe que je dois connaître le cheveu et c'est pour cette raison que j'ai continué à me former. Oui. À me former parce que pour moi, le conseil, c'est la base. Parce que si je m'occupe des cheveux d'une cliente et que derrière, j'apporte aucun conseil et qu'avant même de réaliser une prestation, je n'ai pas réalisé un diagnostic capillaire en amont, la dame, à tout moment, peut perdre ses cheveux. Et c'est ce que nous faisons chez Cindy Fashion Paris. Donc, le bien-être d'abord et un style personnalisé. Parce que, dites-vous, Aïssa, tout ne va pas à tout le monde. Parfois, il y a des clients qui arrivent dans un salon en fonction de la forme de son visage. On va lui proposer une prestation qui n'a rien à voir avec sa personnalité, avec la forme de son visage. Et au final, quand elle va sortir du salon, même étant au salon, elle va dire, mais je ne me reconnais pas. C'est quoi cette coupe? Et elle arrive à la maison, elle trempe la tête dans l'eau et ça disparaît. Voilà. Et c'est de l'argent jeté par la fenêtre. C'est ça. Donc, du coup, c'est vraiment des choses que, durant mon parcours, j'ai eu beaucoup d'expérience vis-à-vis de ça. Je ne dis pas que mes débuts étaient parfaits. Oui, on apprend. On apprend, mais j'ai pris l'initiative de continuer d'apprendre. La formation en continu. D'accord, donc vous continuez toujours d'apprendre aujourd'hui? Ah oui. Ok, très bien. Ah oui, je continue d'apprendre. Et quand on atteint certains niveaux, en fait, c'est juste les petits détails. Et pour moi, les petits détails comptent, en fait. C'est très important. D'où le fait que vous soyez vraiment impliqué à travers vos réseaux sociaux, notamment à travers les formations également, que vous dispensez le coaching également. Donc, du coup, vous débarquez à Paris, vous vous formez en 2011, vous ouvrez votre propre salon, Cindy Fashion Paris, au cœur de la capitale, la classe quand même, et une boutique également, Cindy Hair Shop. Vous nous parlez un petit peu de ce salon et pourquoi c'est important pour vous d'ouvrir le salon et la boutique? Alors, pourquoi c'était important pour nous d'ouvrir les deux? En fait, moi, j'estime que Salon Cindy Fashion Paris, c'est la clinique. D'accord. Et la boutique Cindy Hair Shop, c'est une pharmacie. D'accord, ok. Oui, parce que une cliente qui vient chez nous doit avoir une ordonnance. Ouais. Après réalisation d'une prestation, elle doit savoir comment entretenir ses cheveux. Elle doit savoir combien de temps elle doit garder. Elle doit savoir, est-ce qu'elle doit revenir nous voir, qu'est-ce qu'elle doit faire à partir de chez elle. Les soins. Des soins. Et par la suite, elle doit avoir des produits adaptés en fonction de l'état actuel de ses cheveux. Oui. Donc, c'est d'où le salon Cindy Fashion Paris et la boutique Cindy Hair Shop. D'accord. Donc, les deux sont liés, en fait.
Et donc, du coup, ça se trouve où exactement pour ceux qui nous écoutent? Alors, le salon, il est au 203 rue Saint-Maur, Paris 10e, le salon Cindy, le temple de beauté. Oui. J'appelle plus ça un temple de beauté, en fait. Et la boutique Cindy Hair Shop est au 199 rue Saint-Maur. Je vais même vous dire. Hein, c'est juste à côté? Juste à côté, il y a une dame qui m'a dit un jour, mais Merline, tu dois aller voir madame la mère hein, pour lui dire. On doit faire la rue Cindy Fashion. Bah, c'est ce que j'allais vous dire, en fait. Peut-être que vous allez vous désétendre dans la rue. En plus, elle est grande, cette rue, la rue Saint-Maur. Elle est très grande. Donc, enfin, peut-être qu'un jour, ça s'appellera la rue Merlin Johnson. Alors, l'association également, lancée en 2023, l'association APP-CAP, vous nous en parlez rapidement? Oui, bien sûr. Oui, j'ai lancé cette association. Pourquoi? Parce que durant ces plus de 20 années d'expérience, j'ai rencontré des femmes en difficulté, j'ai rencontré des femmes en souffrance, vraiment. Et je me suis dit, pourquoi ne pas apporter vraiment une solution? Oui. Une solution, c'est vraiment de créer une association où j'organise souvent des conférences. Et d'ailleurs, je vais à Abidjan au mois de juin, où je vais donner une conférence déjà pour les parents et les enfants. C'est génial. Voilà, pour sensibiliser au défrisage. Oui. Les parents qui défrisent les enfants à bas âge et tout, pour les apporter des routines vraiment adaptées. Donc, c'est le 11 juin à Abidjan. D'accord. Juste avant mon événement du 7 juin à Paris. D'accord. Le business du cheveu afro. Oui. Aura lieu le 7 juin à Paris. Et là, vous accueillez les personnes qui veulent se lancer dans le business. Se lancer dans le business, avoir des clés nécessaires pour transformer leur business et tout. Oui. Ensuite, je ferai le 11 juin à Abidjan. Oui. Et le 13 juin encore à Abidjan pour les professionnels qui veulent faire grandir leur business. C'est-à-dire qu'il y a une demande également sur le continent? Oui, il y a une demande, il y a une très, très grande demande. Parce que même quand je suis en ligne avec des personnes qui me suivent, qui me disent « Ah oui, vraiment, on a besoin de vous. » Et je me suis dit, pourquoi ne pas me déplacer? Et après Abidjan, il y a un autre pays qui arrive. Oui. Le Congo, peut-être. D'accord. C'est pas encore confirmé, mais on est en train d'y travailler. Et moi, le but vraiment, c'est d'aller sensibiliser le maximum de personnes. Parce que quand je vois des femmes aujourd'hui avec des enfants où les cheveux des enfants sont dénutris, abîmés, ça me fait vraiment mal au cœur. Je me dis, cet enfant, à cet âge-là, à 15 ans, 20 ans, ses cheveux seront dans quel état en fait? Donc, je visualise déjà l'avenir capillaire de cet enfant et vraiment, c'est assez triste. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le buzz du jour, nous parlerons, grâce à vous, d'une petite photo que j'ai vue sur Internet, une petite fille qui portait un bébé, qui portait des mèches. Ça, c'est triste. Oui. Après, on n'est pas là pour juger, hein, mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Je le dis parce que je suis sans phare et je veux être sincère, mais mettre des mèches sur la tête d'un enfant, quand même. Non, mais vous vous rendez compte, là, vous parlez d'un bébé, des hein, mèches. c'était même pas un enfant, c'était un bébé. Mais il y en a qui mettent même des perruques au bébé. Ah oui, j'ai vu des vidéos avec des enfants avec des perruques. Et j'ai vu une autre vidéo avec des enfants à qui on a fait des permanents curly. Donc moi, je pense que c'est vraiment... un enfant, c'est l'inconscience. Un enfant, avant sa puberté, le cheveu n'est pas encore mature. Toutes ces manipulations, on est en train de détruire le capital santé de l'enfant. On est en train de traumatiser son cheveu et son cuir chevelu. Et on lui apprend aussi à ne pas aimer son cheveu. C'est ça, de ne pas s'affirmer en fait. Nous, je me rappelle à l'époque, on nous disait va te tresser, cache-moi ça. Et c'est vrai que du coup, quand on nous transmet ces messages, au bout d'un moment, on a l'impression que notre cheveu, on doit le cacher tout le temps. Et donc, je pense que c'est important également de rééduquer, de repasser le message, de se dire on peut avoir des beaux cheveux. Par exemple, quand je regarde les femmes du Tchad avec le chébé, il y a des vidéos sur Internet. Allez voir, mais elles ont des cheveux magnifiques. Ouais. C'est une éducation, en fait. C'est une éducation parce que si déjà vous êtes un parent qui porte des perruques ou qui ne prenait pas soin de vos cheveux au quotidien, vous ne pourrez rien transmettre à vos enfants. Ouais, parce qu'on éduque par l'exemple. C'est ça. Nos enfants font ce qu'ils nous voient faire. Ils ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Donc, c'est nous qui devons transmettre les informations et la bonne éducation à nos enfants, en fait.
Et après, ce qui est bien aussi avec vous, c'est que vous restez toujours bienveillante et qu'il n'y a pas de jugement. Parce que c'est vrai que les femmes qui le font, on n'a pas à les juger parce qu'on ne connaît pas leurs histoires, Tout on ne à sait pas ce fait. qu'on leur a transmis. Et d'ailleurs, nous aussi, on a vécu ça. Moi, j'ai eu une période où j'ai porté des tissages, j'ai porté des mèches. C'est parce qu'en fait, on me l'avait pas transmis. Donc, pourquoi juger l'autre et pourquoi être dur et pourquoi insulter ou vous voyez ce que je veux dire? Et je sais que vous, c'est comme ça aussi que vous agissez. Vous êtes pleine de bienveillance. Merci beaucoup. Oui, justement, c'est vrai que j'ai même fait une vidéo sur Internet, sur TikTok, où je parlais du défrisage. J'ai dit, laissez les gens faire leur vie. Chacun est libre de faire ce qu'il y a à faire. Le plus important, c'est d'avoir un accompagnement. C'est même comme des perruques. Oui, c'est des cheveux des autres. Pourquoi vous portez ça? Non, on doit être dans l'accompagnement. C'est un peu comme à l'hôpital, quand on parle des soins palliatifs. On accompagne des personnes en fin de vie. Sans les juger. Sans les juger. Donc, une personne qui vient, qui dit « je veux me défriser », est-ce que son cheveu est en bonne santé? Est-ce que son cuir chevelu est en bonne santé? Est-ce que les conditions sont réunies pour pouvoir transformer sa chevelure? C'est ça la première étape. On n'est pas là pour juger parce que, comme vous l'avez si bien dit, les gens ont des moments difficiles dans leur vie. Les gens souffrent. Comme on dit souvent, le toit qu'on voit là cache des choses. Donc, on est là vraiment pour accompagner des gens dans leur démarche, dans leur demande, sans leur imposer quoi que ce soit. Et surtout qu'on est dans un pays, sans trop se plaindre, où le cheveu afro, il a eu du mal quand même à s'imposer. Heureusement qu'on a eu le mouvement Napi qui venait des États-Unis. Et petit à petit, les femmes commencent à prendre conscience de l'importance de s'occuper de leurs cheveux, le retour au naturel. On a vécu tout ça ces dernières années. Et d'ailleurs, l'un des événements phares revient au mois de juin, la NHA, Natural Hair Academy. C'est un événement qui draine du monde. C'est l'un des plus influents de l'année que tout le monde attend, les nappies, etc. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une problématique parce que nous, quand on est né, on était enfant, tout le monde dit ah bah tiens ça, ton cheveu, c'est quoi? Ah, bah, je peux toucher. Et en fait, c'est quand même compliqué. Hein. Ben, je vais dire, pour revenir à ce que vous venez de dire, Aïssa, il y a des suiveuses. Excusez-moi de vous dire ça. Il y en a même quand elles disent je reviens au naturel, elles sont juste là pour suivre un mouvement. Accepter ses cheveux, c'est d'abord s'accepter soi-même. C'est d'abord s'aimer soi-même. Pas parce que j'ai vu l'autre faire. Mais c'est déjà un début c'est déjà un début. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que ce soit vraiment une prise de conscience. C'est ça, effectivement. Ouais. Je reviens à ça parce que beaucoup trouvent un mouvement, elles se mettent dans le mouvement. Sans savoir vraiment. Sans savoir. Et quelques temps après, on ne les sent plus. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est que quand je vois un mouvement, que je ne sois pas comme dans le suivisme, en fait. Que je comprenne bien pourquoi je le fais et que j'ai même une période pour m'interroger, pour être sûre, etc. C'est comme quand on change de religion, par exemple. Effectivement. Pas par opportunisme. Voilà, on s'est comprise là-dessus parce que combien l'ont fait et 2 jours après, elle arrive chez elle, elle est face à son miroir. Parce qu'il faut toujours attendre quand elle est face à son miroir seule avec elle. Hein. C'est parce qu'on voit sur les réseaux, parce que je suis en mouvement, je fais des trucs. Non, il faut se poser des bonnes questions. Pourquoi je suis ce mouvement? Est-ce que c'est en accord avec ce que je pense au fond de moi? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis assez outillée? Parce qu'être assez outillée, en fait, c'est déjà cette transmission-là par les parents, par l'éducation, l'amour de soi, de qui on est, de sa personne, vous voyez, de tout ce qu'on a vécu, de briser les croyances. C'est tout un ensemble, en fait. Donc, l'acceptation de soi, c'est un tout. Mais si on se lève juste un matin avec toutes ces croyances-là ancrées en nous et qu'on suit un mouvement... Ça va pas durer. Ah, il revient. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Après, il va claquer à votre porte. Et c'est ça, il sera de retour. Il sera de retour et tout ceci, ça n'aura servi à rien. Et c'est vrai qu'on est dans une société, justement, pour prolonger ce que je disais tout à l'heure, ici en France, où... le cheveu, même pour trouver un emploi, par exemple, quand on porte des dreadlocks, on se dit, bon, moi, ça va, puisque je travaille dans un milieu artistique, donc c'est plutôt accepté. Puis bon, maintenant, ça s'est beaucoup démocratisé. Oui, beaucoup, ouais. Mais il y a longtemps, c'était, tu vas faire comment pour trouver du travail? C'est ça. C'est fou quand même. Ouais, je suis d'accord, il y a eu beaucoup de changements. Et la venue des réseaux, YouTube et tout, ça a beaucoup aidé. Ouais. Ça a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, même dans les milieux où on disait oui, ne passe pas ici avec tes cheveux, on ne peut pas te recruter,
La mentalité change en tout cas. Heureusement. Et ça fait plaisir. Et moi, je me dis, déjà, si on s'accepte et si on s'aime, faut pas briser ses valeurs parce qu'on recherche quelque chose, en fait. Je veux dire, même si vous allez dans un travail, il faut qu'on vous accepte avec ce que vous avez et qui vous êtes. Moi, j'ai regardé une vidéo où une jeune, je ne sais pas si c'est un jeune qui devait défiler, on lui a obligé de porter une perruque, il l'a enlevée et l'a jetée. Ouais, c'est une jeune fille, en fait. Une jeune fille. Une fois qu'elle a enlevé sa perruque, elle était resplendissante. Justement. J'ai vu la vidéo, elle est magnifique. Et justement, donc de ce fait, en fait, tu te dis, acceptez-moi avec ce que j'ai, avec qui je suis. Je dois être en alignement avec moi-même. Parce que quand vous êtes dans un travail où vous êtes obligé de mettre une perruque H24, un peu comme l'ex-mannequin... celle qui a... Française, américaine? Non, comment... Yatoucha? Non. Oh là, ça vous reviendra peut-être. Pourtant, j'ai son nom tout le temps. Naomi Campbell. Oui, Naomi Campbell, oui. Elle a porté des perruques pendant des années. Et un jour, elle était en vacances, en 2009, je crois. Ah oui, sur un yacht. Un yacht qu'elle allait en vacances avec son mari. Et c'est là qu'on a découvert son alopécie. Ouais. Et pourtant, elle a passé des années, qui aurait cru. Parce qu'on se cache, on suit les règles sociétales et puis finalement... Ça fait bouger les lignes aussi un peu, hein, effectivement. De faire accepter l'alopécie, parce qu'il y a beaucoup de femmes afro qui sont concernées par cette problématique. Et donc, du coup, c'est un serpent qui se mord la queue. Elles se disent, bon, bah, je peux pas parce que j'ai perdu, j'ai plus de cheveux devant. Et du coup, elle continue. Alors qu'on peut réparer ça. On peut réparer quand on s'y prend un peu tôt. Parce que quand c'est déjà arrivé à un certain stade, quand il n'y a plus de bulbe, on ne peut plus rien faire. C'est pour cette raison, diagnostic capillaire personnalisé à chaque fois, c'est très, très important et c'est la base de tout pour retrouver des cheveux en bonne santé et retrouver l'estime de soi. Parce que quand même, quand on perd ses cheveux, c'est pas facile. Hein. C'est très, très difficile. Et surtout qu'on sait qu'on ne peut plus résoudre ce problème-là, c'est encore plus difficile. Alors, justement, diagnostic, je vais y arriver, du cheveu proposé au salon à Cindy Fashion Paris. N'hésitez pas à vous rapprocher de Merline Junzo sur les réseaux. Allez partout, vous tapez Merline Junzo ou vous tapez Cindy Fashion Paris pour entrer en contact avec elle. Il y a aussi un site internet où on peut prendre ses rendez-vous. Vous proposez également, Merline, des formations, du coaching sur mesure. Donc, comment se déroulent les séances en quelques mots, comme ça qu'on puisse savoir? Alors, les séances se déroulent en présentiel et en distanciel. D'accord. Moi, vraiment, j'aime bien les présentiels. Oui. Les présentiels parce que je montre vraiment comment il faut faire, comment il faut manipuler. Parce que la théorie, c'est bien. On peut faire de la théorie pour ajouter, mais la pratique, c'est l'idéal. Parce que là, c'est le manuel avec les gestes qu'il faut en tenant compte du bien-être du cheveu et de la personnalité de la cliente. Ça permet vraiment de faire grandir son entreprise. Et je propose également des prestations qui peuvent permettre vraiment de doubler, voire quadrupler son chiffre d'affaires dans ce beau métier avec tellement d'opportunités. Mais en fait, j'ai vu des chiffres, je me suis dit, je crois que je vais changer de métier. Générer des revenus de 10 000 euros grâce au réseau? C'est possible. Avec les cheveux? Avec les cheveux. Ou c'est possible pour beaucoup de personnes ou c'est... Alors, c'est possible pour beaucoup de personnes quand on a compris que pour se mettre dans ce métier, il faut se former. Plus vous avez de la valeur, plus on vous apporte de la valeur. Parce qu'on vous paye en fonction de la valeur que vous apportez. Par exemple, là, j'ai été sollicitée pour aller former dans un centre à Marseille, puisqu'il y a un nouveau référentiel sur la coiffure afro. Et j'ai été choisie. Là, c'est en exclusivité. Ah ouais, c'est normal, vous faites tellement de choses que... Donc là, j'ai été choisie pour aller former dans ce centre de formation. Et parce que c'est un domaine avec tellement d'opportunités que même eux, ils ont compris que en mettant en avant ces formations-là, ça peut rentabiliser plus. Donc, le cheveu là que Dieu nous a donné,
c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, ne banalisez plus le cheveu, mesdames. Et du coup, lorsque vous vous retournez et que vous voyez cette petite fille de 14 ans qui sortait d'une situation un peu de précarité, qui se retrouvait comme ça avec ses problèmes de cheveux et que vous vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? En fait, c'est énorme parce que quand je me vois encore, en fait, même déjà dans mon petit comptoir, où j'étais coincée comme ça, et quand je vois Cindy Fashion Paris aujourd'hui comme ça, une boutique d'angle, parfois j'arrive. Approchez-vous un peu du micro. Parfois j'arrive, quand je m'assois comme ça, je dis waouh, je viens de loin. Et pour moi, c'est une fierté. Et en même temps, je me dis inspirer les autres, de dire aux jeunes que c'est possible en fait. C'est pour ça que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, de dire à tout le monde, faut pas se mettre des barrières, faut pas se mettre des limites, parce que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. J'ai commencé, j'avais pas grande chose, mais je me suis donné corps et âme. Mais il faut travailler surtout. Ouais, ça vient pas seul. Hein. J'imagine bien. Il faut travailler quoi. Et quel est le retour des personnes que vous formez, que vous coachez? Qu'est-ce qu'on vous dit après les formations? Après les formations, c'est Merline, une personne à l'écoute. Ouais. Sa pédagogie est vraiment très compréhensible et s'adapte facilement à chaque personne, en fait. Parce qu'on est tous différents. On n'apprend pas de la même façon. Et quand je reçois des groupes de personnes, je m'adapte à la personne. On n'a pas les mêmes croyances. Déjà, ce métier, il y en a. Pour elle, c'est un métier qui ne peut pas l'amener nulle part. Et moi, je dois l'amener à comprendre que c'est un métier qui peut te permettre de construire un empire. Parce que quand on parle aujourd'hui du business du cheveu, on pense tout de suite aux coiffeuses de Château Rouge qui enchaînent toute la journée des coiffures pour des 20 euros, 30 euros, alors qu'en fait, aujourd'hui, ça s'est beaucoup professionnalisé. Ici, il y a même des diplômes. Il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour justement parvenir à ça, parce qu'avant, on n'apprenait pas le cheveu afro dans les formations et dans les écoles de coiffure ici en France, Merline Johnzo. Ah oui, les choses ont beaucoup évolué et on ne peut qu'être fier, hein, parce que malheureusement, il y en a qui vont à l'école pour avoir le BP, qui travaillent sur le cheveu caucasien, et quand elles sortent de l'école, finalement, elles sont confrontées aux cheveux afro. Donc heureusement, aujourd'hui, il y a ces modules-là qui permettent de travailler sur les deux textures et pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de la communauté. Dieu qu'il y en a, parce que les femmes africaines, on sait qu'elles dépensent pour leur beauté, notamment pour les cheveux, on en fait partie. Et pour terminer, les retours des clientes que vous conseillez, je suppose que ça vous apporte du bonheur. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces clientes, lorsqu'elles retrouvent un cheveu brillant, comme ça a été le cas pour vous quand vous étiez petite, Merline Johnzo? Alors, ça, c'est mon best des moments. Moi, je me rappelle un jour quand j'ai reçu une cliente, j'ai fini de m'occuper de ses cheveux. Elle m'a dit, Merline, tu viens de sauver mon mariage. Non, mais là, comme je vous dis, en fait, c'est énorme. C'est énorme parce que, comme j'aime toujours à dire, une cliente qu'on reçoit, en fait, c'est une transformation totale qu'on l'apporte. C'est pas juste les cheveux, en fait. C'est une transformation entière de la personne. Parce que quand vous apportez satisfaction à une personne, quand vous l'apportez de la valeur, vous transformez sa vie. C'est fort, hein, quand même. Tu as sauvé mon mariage. Oui. Un autre petit exemple, j'ai reçu une cliente, en fait, elle avait un problème de santé. Elle avait un cancer. On a échangé parce que, comme tout à l'heure, on parlait de la psychologie. La coiffure, avant de s'engager, il faut s'engager en étant prête. Psychologiquement, émotionnellement, et ça passe par le développement personnel. Il faut d'abord travailler sur sa personne, il faut d'abord travailler sur soi, parce que les énergies que vous allez encaisser à longueur de journée, vous devez prendre le temps d'accueillir des gens et de les écouter. La dame, j'ai pris le temps de l'écouter, on a échangé. Avoir le sens de l'écoute, c'est important aussi. Hein. Très, ça c'est la base des bases. C'est-à-dire, elle m'a expliqué, on a parlé quand j'ai fini de couper ses cheveux, elle m'a pris dans ses bras. En fait, c'est tellement quelque chose de fort. Quand je ressens ça, quand je rentre chez moi, je suis heureuse. Ça fait énormément plaisir parce que c'est pas toujours facile. Parce que pour certains, la coiffure, c'est juste prendre un peigne et coiffer. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça, en fait.
Coiffer, c'est transformer la vie d'une personne. Et transformer la vie d'une personne, c'est pas l'infliger de la douleur. C'est la portée de l'amour, c'est la portée de la transformation complète. Et qu'il y a un avant, un après. Une C'est fois qu'on ça. met son pied au salon, on en ressort transformé. Tout à fait. Venez confier vos problèmes de cheveux à Merline Junzo. Si vous êtes dans le milieu du cheveu, elle peut vous coacher, vous apporter ses connaissances, les partager avec vous, vous aider à développer également vos business pour générer des revenus assez impressionnants sur les réseaux. C'est possible, coaching, formation. Elle a aussi un ouvrage que vous pouvez vous procurer, La notice du cheveu afro par Merline Junzo. Et on va vous laisser parler de votre bébé que vous avez mis dans un petit sac. On dirait qu'il est... Non, ça c'est la notice du cheveu afro, mais il y a un nouveau bébé qui est en exclusivité. On pourra la voir que le 7 juin à l'événement du... Le bébé? Le bébé s'appelle l'Impact. Ok. D'autodidacte a construit un empire grâce à la coiffure afro. En tout cas. Yes, ça c'est le nouveau bébé. Comment vous avez envie de conclure après avoir présenté votre nouveau bébé, Merline Junzo? J'ai envie de conclure que je suis déjà ravie d'avoir été là avec vous, d'avoir partagé tout mon parcours. Toujours un plaisir de vous accueillir. Et de dire à des personnes vraiment qui sont dans le domaine de la coiffure de ne jamais se décourager. Et peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, n'abandonnez jamais. Parce que moi qui suis partie de loin, avec zéro, à arriver, je vais dire, à héros, à être, je me place... Et c'est pas fini? Et c'est pas fini, je me place comme numéro 1. Et je discute avec personne, ça ne chauffe pas. En tout cas... qui transmet, qui forme, qui change la vie des gens. Avec Cindy Fashion Paris, avec toute mon équipe, tous mes collaborateurs et collaboratrices, je leur dis merci. Merci pour tout ce qu'ils font. Merci pour leurs accompagnements à mes enfants, leur motivation, leurs encouragements qu'ils m'apportent. Et surtout à tous les auditeurs et auditrices de cette magnifique radio. Espace TV. Espace TV Europe. Espace TV Europe. Vraiment, vous êtes des personnes exceptionnelles. Merci à tous et j'ai été ravie d'être là. N'oubliez pas de passer chez Cindy Fashion Paris pour vous faire chouchouter. Et n'oubliez pas la conférence du 7 juin, le business du cheveu afro. On est ensemble. On sera là. Merci beaucoup, Merline. La porte sera toujours ouverte. À très bientôt, sur l'antenne d'Espace TV Europe. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Toujours dans votre espace, Espace TV Europe, dans les matins d'Aïssa. C'est tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi. C'est de 10h à midi et de 8h à 10h en temps universel. Merci de nous rejoindre. À suivre dans quelques minutes nos prochains invités. Nous allons parler d'agriculture en Afrique avec Maïdadi Sissé. Il est ingénieur supply chain. Il est vice-président de la Fédération des associations obligations économiques Afrique. Il va venir nous parler de sa passion pour les questions agricoles et de développement économique de l'Afrique. Et juste après, on va continuer sur ce sujet, mais autrement, avec Lys Makima, qui est consultante en communication agricole. Elle a fondé l'Agriken. C'est une agence de communication agricole pour l'Afrique. Donc, un programme très, très chargé à suivre dans quelques minutes sur votre chaîne préférée, Espace TV Europe. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Nous accueillons notre prochain invité. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Bonjour Lys Makima de nous Aïssa. rejoindre. On ne m'entendait pas. Alors, merci François. Alors je reprends Lys Makima. Vous êtes consultante en communication agricole. Vous avez fondé l'Agriken, une agence de communication agricole pour l'Afrique. Donc vous êtes venue nous en parler aujourd'hui. Vous êtes une passionnée d'agriculture et de développement sur le continent africain, puisque vous êtes convaincue que ce secteur joue un rôle clé dans la croissance économique et la souveraineté alimentaire du continent. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Alors ça vous définit bien cette présentation que je trouvais d'ailleurs sur le site internet de l'Agriken. Vous nous en racontez un petit peu la genèse et l'histoire. Quand est-ce que vous avez lancé cette société, l'Agriken? Oui. Alors, moi, j'ai toujours été passionnée par la communication. Donc, c'est un domaine dans lequel j'ai aussi fait mes études.
D'accord. C'est un domaine où j'ai fait mes premières expériences professionnelles. Et voilà, je pense que c'est un domaine pour lequel je suis faite, la communication. D'accord. Et à côté de ça, je suis passionnée d'agriculture parce qu'en fait, je trouve que c'est un domaine qui mérite d'être valorisé. Oui. Et surtout, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de valoriser en fait les personnes qui sont acteurs en fait du développement de l'agriculture en Afrique. Et D'accord. donc l'Agriken, en fait, pour moi, ça a été une manière de mettre à profit ses compétences en communication au service de l'agriculture en Afrique pour permettre en fait de vraiment valoriser comme il se doit tous les projets agricoles qui s'y font et de mettre aussi en avant en fait tous ces acteurs qui tous les jours en fait mettent du cœur en fait à développer cette agriculture, à nourrir en fait l'Afrique et le monde quand cela est possible. Mais voilà, donc je tenais vraiment à créer cette agence et à soutenir aussi le travail des femmes qui jouent un rôle vraiment considérable dans le développement de l'agriculture en Afrique. Pourquoi, selon vous, on n'en parle pas suffisamment? C'est pas assez sexy, c'est pas dans l'air du temps. Pourquoi on a délaissé cette agriculture de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, au profit notamment des nouvelles technologies ou d'autres secteurs où on est nombreux au final? Oui, je pense que c'est dû à plusieurs raisons. Alors, avec beaucoup d'humilité, je parle aussi de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai pu voir. Oui. Je pense effectivement que ça manque quand même un peu de glamour. C'est un secteur aujourd'hui qui n'est pas forcément celui dans lequel on se lance pour s'enrichir de manière considérable, enfin surtout dans les débuts, mais c'est un secteur où je prends l'exemple d'un enfant qui voit ses parents peut-être peiner peiner au champ, voilà, dans le travail des champs. Ouais. C'est un travail qui peut être laborieux, mais en fait c'est dû au fait qu'aussi c'est un secteur qui mérite aujourd'hui d'être industrialisé. Ouais. Et c'est un secteur aussi qui mérite que les agriculteurs puissent développer aussi leur leadership en fait. Et donc la communication, je pense, a tout son rôle à jouer pour rendre cette image un peu plus glamour de l'agriculture, Ouais. mais pour aussi rendre ces agriculteurs fiers de leur travail, pour rendre les plus jeunes fiers du travail de leurs parents et pourquoi pas en fait pouvoir imaginer faire carrière dans l'agriculture, surtout qu'il n'y a pas que être agriculteur, mais il y a aussi être transformateur. Et puis, il y a énormément en fait, de métiers liés à l'agriculture aujourd'hui en Afrique. Surtout qu'on a toutes les ressources en Afrique, le Totalement. soleil, on a Ouais. l'eau, on a tout pour pouvoir avoir cette autosuffisance alimentaire et pouvoir également transformer nos produits, etc. Et pouvoir justement essayer de générer du profit de cette agriculture. Mhm. Oui, totalement. Non, c'est un secteur, je pense, qui mérite qu'on s'y intéresse. Et oui, je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, il y a tellement à faire. C'est un secteur qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et je pense qu'en fait, en créant des synergies entre tous les acteurs de la diaspora, on pourrait en fait arriver à quelque chose vraiment de bien, voilà. Alors, l'avenir de l'agriculture en Afrique commence aujourd'hui. C'est un slogan que j'ai lu sur votre site internet, sur le site de l'Agriken. Qu'est-ce qu'il sous-entend, ce slogan? Ça sous-entend qu'en fait, c'est aujourd'hui qu'on doit mettre tout en œuvre en fait, pour pouvoir développer ce secteur, que ce soit dans la communication comme moi je fais, mais que ce soit via des formations aussi, qui sont extrêmement importantes. En fait, souvent, on parle d'agriculture d'avenir, mais je pense qu'en fait, ça se joue vraiment dès maintenant, donc d'où ce slogan. Je suppose que ça vous a été inspiré aussi du fait qu'on dit souvent l'Afrique c'est le continent de demain. Exactement, alors qu'en fait c'est le continent d'aujourd'hui. Ouais. C'est aujourd'hui qu'on doit poser ces nouvelles bases justement pour mieux vivre demain. Alors, avant de nous raconter un petit peu votre histoire, est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail les missions de l'Agriken? Ouais. Alors, nous, on est spécialisés vraiment dans la stratégie dans un premier temps. D'accord. Donc, tout ce qui est stratégie de communication, stratégie de contenu et la production également des contenus. Et il y a un autre volet donc, qui viendra un peu plus tard, mais sur lequel on est en train de travailler, ce sont les formations en D'accord. communication agricole. Donc, elles sont destinées en fait à des groupes plutôt, que ce soit des groupements de femmes, des coopératives ou voilà, d'autres types de... Pour mettre en lumière leur travail. Voilà. Et donc, le but de ces formations, en fait, c'est de leur mettre à disposition des outils qui pourront leur permettre de valoriser leur projet agricole de manière autonome. Quel genre d'outils?
Alors, des outils de stratégie de communication, ça peut être via les réseaux sociaux, D'accord. ça peut être via la vidéo, mais en tout cas, les doter en fait de tous ces tips entre guillemets qui pourront leur permettre en fait de valoriser eux-mêmes leur projet sans forcément passer par une agence où les coûts peuvent être des fois un peu plus qui peuvent être élevés par rapport à eux leur budget. Et un constat qu'on fait régulièrement avec les entrepreneurs que l'on reçoit depuis un moment, c'est que on a aussi dans notre culture ce côté où on a l'impression que soit on n'est pas légitime ou qu'on n'a pas envie de partager nos expériences parce qu'on se dit c'est inutile et on se rend pas compte qu'en fait le fait de communiquer sur ce qu'on fait, totalement. c'est important déjà pour envoyer des signaux aux jeunes et surtout pour faire connaître nos activités. Exactement. En fait, c'est totalement ça alors, on peut être très bon communicant et avoir du mal à communiquer sur soi. Ça, je pense que ça peut être aussi c'est culturel. Je sais pas si c'est culturel, mais on a tous nos petits complexes. Voilà, donc je dirais que c'est deux choses différentes, mais en fait, toujours étant que le fait de communiquer sur ce qu'on fait, quand ça apporte de la valeur, ça permet à d'autres de pouvoir s'identifier. Et de s'inspirer en fait et en fait d'être en accord avec des fois vous savez on hésite sur des choses qu'on aimerait lancer mais le fait de voir quelqu'un qui le fait déjà ça nous motive et ça nous rassure sur le fait qu'en fait on est sur la bonne voie donc voilà je pense que il y a le champ des 1000 possibles en fait dans l'agriculture avec tout ce qu'on a sur le continent africain on le voit depuis ces dernières années par exemple. Il y a des filières dans lesquelles les industriels ou les grandes sociétés du monde viennent puiser nos ressources. Ça a été le cas du beurre de karité, notamment, ou plein d'autres ressources, le chocolat, etc. Et le prennent, le transforment et se font des chiffres d'affaires incroyables. Ouais. Mais et puis le beurre de karité, alors... Aujourd'hui, dans la plupart des régions, moi je maîtrise un peu plus la Côte d'Ivoire par exemple, mais je sais que c'est encore très artisanal et c'est épuisant en fait. Donc nous on voit juste le produit, mais derrière ça il y a énormément de peine en fait. C'est très dur, les femmes travaillent courbées pendant... pendant pour extraire exactement tout le processus et ça peut être assez épuisant. Donc en fait, mettre en lumière un peu tout ça, ça permet de voir aussi quelles sont les limites en fait quelles sont les limites en fait de ces pratiques et trouver des solutions pour rendre ces tâches beaucoup plus simples, beaucoup plus faire en sorte que ce soit beaucoup plus productif aussi. Comprendre aussi le quotidien des personnes qui travaillent dans chaque filière. Alors justement, pour être un petit peu plus dans le concret sur le site L'Agricaine, j'ai vu des contenus que vous publiez, des articles justement, avec notamment la dernière publication, l'agriculture périurbaine est une source d'emploi et d'opportunités pour la jeunesse ouagalaise, donc du côté du Burkina Faso. J'ai vu d'autres articles très intéressants que je vais lire avec passion lorsque j'aurai un petit peu de temps au cœur du village des pêcheurs de Pointe-Noire. Vous racontez également l'histoire justement de Lydie Kambou qui revalorise la filière du beurre de karité en Côte d'Ivoire. Manco Invest SA, un projet agricole durable pensé pour la diaspora sénégalaise, sont plein d'articles que j'ai envie de conseiller aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Allez lire ces articles, ça va peut-être vous inspirer, vous donner des idées si vous avez envie de vous lancer dans le domaine de l'agriculture, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de membres de la diaspora qui veulent s'organiser, qui ont des idées, ou soit qui ont des terrains ou de la famille sur place, et qui veulent aller dans ce sens, Lys. Oui, moi je pense que c'est important en fait surtout d'aller rencontrer les gens qui sont déjà qui travaillent déjà dans ce secteur et aller sur le terrain aussi. Ça c'est fondamental en fait déjà d'aller sur le terrain pour bien comprendre. Voilà, pour bien comprendre comment tout ça fonctionne. Moi justement donc il y a des articles beaucoup plus anciens que vous avez cités et en fait j'ai commencé par ça. Moi à la base c'était aller sur le terrain, aller rencontrer ces personnes qui travaillent en fait dans le milieu de l'agriculture ou même dans des milieux qui s'y rapprochent, mais en tout cas tout ce qui se rapproche à l'artisanat, tout ce qui se rapproche à la nature en fait, à la valorisation en fait des ressources naturelles. Et je me suis rendu compte que c'était des personnes aussi qui
qui avaient peur, effectivement, de parler de ce qu'elles font, mais qui étaient tellement fières après d'avoir un article, d'avoir leurs photos sur Internet et on m'a même dit une fois, j'avais fait une interview d'un jeune producteur de Moringa, bon, qui a grandi depuis, mais il se reconnaissait même pas en fait dans l'interview qu'on avait réalisée. Donc, et moi c'est ça en fait ma satisfaction, c'est de voir que j'arrive à valoriser et à leur donner un peu plus confiance. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots, Lys Makima, votre parcours? Qui êtes-vous? Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de soi. Vous allez le faire, là. Mais mon parcours, alors moi, je suis d'origine congolaise. D'accord. Donc, je suis née en France, mais voilà, mes parents sont congolais, donc je me considère aussi congolaise. Le Congo que vous connaissez? Congo-Brazza, oui. Alors, j'y suis pas allée énormément de fois. D'accord. Mais et en fait, c'est justement là, moi, ça a été lors de mon premier voyage au Congo que tous mes projets se sont mis en place. Oui. Et en fait, ce premier voyage, ça a été le fil conducteur en fait de tous mes autres projets. D'accord. Donc, moi, je crois pas au hasard. Ouais. Et je pense vraiment qu'il m'a fallu faire ce voyage, me reconnecter à mes origines pour pouvoir en fait me rendre compte que mon chemin était lié vraiment à l'agriculture, était lié aux ressources naturelles. Et depuis ça, ouais, ça a changé un peu le cours des choses. Voilà, j'adore. Ça a été une révélation en fait pour vous. Oui, ça a été une manière pour moi de mieux comprendre quelle était ma mission entre guillemets. Vous révélez vous-même en fait. Voilà, totalement. Et je pense que j'ai aussi une histoire de famille qui est assez liée aussi à l'agriculture. Oui. Mais je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Et donc voilà, je ne sais pas si j'en ai assez. Et en fait, vos études, vous les avez faites dans ce sens Alors, pas du tout. Moi, j'ai passé après les études. Alors, quel a été votre parcours? Alors, j'ai fait un master en communication. D'accord. Et donc, c'est durant ce master que j'ai entrepris de faire mon voyage au Congo. D'accord. Et c'est au fur et à mesure, en fait, que j'ai continué. À la base, j'avais un blog, en fait, qui s'appelait Babantou. Oui. Qui existe toujours. Maintenant, ça s'appelle Babantou from Roots. Ça me dit quelque chose, hein, il me semble. Voilà. Ouais, d'accord. Et donc, c'est avec ce blog que j'ai commencé. Et en fait, moi, mon objectif, c'était vraiment de mettre en avant en fait, tous ces agriculteurs, des artistes aussi, oui. Des spécialistes de la mode africaine, mais vraiment qui travaillent avec les ressources naturelles. Oui. Et donc, moi, ça a été ça un peu mon fil conducteur. Donc, j'écrivais pas mal d'articles. D'accord. J'ai fait aussi des mini-reportages vidéo. Oui. Et ensuite, ça s'est enchaîné avec... j'ai fait un point et je me suis dit qu'en fait, j'adorais communiquer. Mais alors, j'adorais communiquer, mais je ne me retrouvais pas dans des communications classiques pour des secteurs en particulier. Je me suis rendu compte que j'aimais bien en fait, communiquer sur des choses qui me portaient vraiment à cœur, comme l'agriculture. D'accord. Et là, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Je sais quoi dire, à qui dire. Les choses me viennent assez naturellement. Et voilà, donc c'est comme ça après que j'ai continué dans cette voie. J'ai vécu aussi un moment en Côte d'Ivoire. D'accord. Et en réalité, c'est après aussi ce voyage que j'ai lancé l'agence L'Agricaine. D'accord. Vous êtes la fondatrice en fait. Totalement. D'accord. Je suis la fondatrice et après j'ai aussi d'autres personnes qui travaillent avec moi sur la partie vidéo et la partie digitale. Et vous l'avez fondée en quelle année cette Alors c'est agence? tout récent. On l'a créée en, si je dis pas de bêtises, décembre 2025. D'accord. Donc, c'est tout récent. D'accord, très bien. C'est un tout nouveau projet. Et donc les projections pour les années à venir Eh bien, écoutez, on espère de nombreuses opportunités. Ouais. Et vraiment travailler sur des projets concrets, sur des projets durables surtout, des projets qui profitent vraiment aux communautés rurales. Moi, vraiment, ça me tient énormément à cœur. Des projets qui profitent aux femmes, qui profitent aux jeunes, aux enfants. Parce que quand on parle de femmes, on parle forcément d'enfants. Et, de famille. Voilà, de famille, de gestion des ressources. Donc, voilà. Continuer en fait de raconter ces belles histoires. Totalement, continuer de raconter des histoires. Comment vous avez envie de conclure? Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet pour ceux qui veulent lire les articles ou je sais pas, vous proposez des collaborations ou autres? Où est-ce qu'on vous retrouve? Ouais. Alors donc on a un site internet, donc www.lagricaine.com. Et on a également, vous pouvez nous contacter par mail à contact@lagricaine.com. On est pas mal sur LinkedIn, un peu moins sur les autres réseaux, mais LinkedIn, on est assez actif. Et puis voilà, c'est tout simple. Comment vous avez envie de conclure? Eh bien, souhaitez-moi de nombreuses opportunités. Bon. Et puis, vive l'agriculture en Afrique.
Très bien, Voilà. merci beaucoup d'être venu. On va continuer de Merci parler beaucoup. d'agriculture avec notre deuxième invité dans un instant sur Espace TV. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Les matins d'Aïssa avec un nouvel invité qui vient de s'installer sur le plateau et nous allons continuer de parler d'agriculture puisque c'est un sujet qui intéresse la diaspora dans son ensemble. Nous accueillons Maïdadi Cissé. Il est ingénieur supply chain, vice-président de la Fédération des associations Obligations économiques Afrique, la OEA, et président international de l'association Obligations économiques Sénégal, l'AOES. Alors, il est passionné par les questions agricoles et de développement économique de l'Afrique. Depuis plusieurs années, il s'est engagé activement à promouvoir une agriculture moderne, inclusive et connectée aux réalités du marché à travers ses différentes initiatives. Il a à cœur de mobiliser la jeunesse et les talents d'Afrique à travers la fédération où il travaille à structurer les chaînes de valeur agricoles. Merci de l'applaudir, je rigole. Comment ça va, madame Maïdadi, ça va? Merci beaucoup, Aïssa. Merci à toute l'équipe de cette invitation. Et bonjour à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent partout dans le monde. Alors, l'objectif, c'est aussi développer l'épargne entrepreneuriale, puisque lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il faut aussi parler sous-sous. C'est important. Clair. Accompagner les agriculteurs dans des projets concrets, innovants, impactants. Votre slogan à vous, votre vision, c'est l'agriculture. C'est l'optimisation de la supply chain, de la machette à la fourchette. J'adore la phrase. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la supply chain, optimiser toute la chaîne de valeur de l'agriculture est importante aujourd'hui pour pouvoir développer la transformation des produits agricoles liés à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire des pays d'Afrique. Alors, on s'est rencontrés ce week-end sur un événement, Sénémali, et j'ai beaucoup aimé votre énergie et je me suis dit, ça, c'est un bon profil et j'aimerais bien que ce soit sur le plateau. Donc, je suis contente parce que on s'est rencontrés ce week-end et mercredi, vous êtes déjà sur le plateau d'Espace TV Europe. Raison pour laquelle je suis là, parce que c'est clairement, on parle d'agriculture et de la jeunesse. Et bon, aujourd'hui, on sait que partout dans le monde, les institutions, les groupes de réflexion, ils disent que le moteur pour développer l'agriculture africaine, c'est la jeunesse. Alors, d'où vous vient cette passion? Racontez-nous un petit peu. On sent que ça sort des tripes parce que je vous ai vu à l'action ce week-end, très impliqué, souriant, heureux de faire ce travail de sensibilisation, de parler, de communiquer, de faire connaître ces fédérations au public. Parce qu'en fait, toute cette énergie-là vient qu'on a un constat clair, c'est que la jeunesse africaine, sortie d'école d'agriculture, ne trouve pas son travail, en fait. Donc, il va travailler sur d'autres sujets qui n'est pas ses domaines de compétences parce qu'il doit forcément aider ses parents ou autres. Donc, aujourd'hui, on s'est dit que l'agriculture n'est pas rendue attractive, on le sait. Donc, on va voir papa et maman qui sont dans l'agriculture qu'aujourd'hui, bon, on ne voit pas les sous. Donc, partout dans le monde, mais principalement en Afrique. Donc, ça ne donne pas envie d'aller dans les champs. Alors que nous, aujourd'hui, on a l'objectif de rendre attractif l'agriculture et l'agro-business aussi, de dire, bon, il y a, nous, dans notre fédération, on a répertorié plus de 100 métiers qui sont dans l'agriculture et l'agro et la transformation. Donc, il faut faire connaître ces métiers, montrer que l'agriculture, allant de la communication au marketing et à la finance, on regroupe des jeunes, nous, dans des comités, différents comités de métiers pluridisciplinaires qui travaillent ensemble en toute synergie pour mettre des projets bankable, donc finançables. Donc, ils parlent de finances, parlent de sous, forcément. Ce qui manque aussi, mais en priorité, nous, on s'est focalisé pour que ces agripreneurs, comme on les appelle, puissent avoir accès à des terres. Donc, on les accompagne en discussion avec des États pour qu'ils puissent avoir des terres, premièrement. Et secondo, c'est que nous, en tant que fédération, on a une commission finance. Donc, commission finance qui se regroupe pour voir ces projets bankable, s'ils sont finançables ou pas, et comment trouver ces financements. Ça veut dire que les principales problématiques que rencontrent ces jeunes qui se forment, vous venez de le dire, dans l'agriculture et qui sortent de ces écoles et ne se dirigent pas dans ces filières, la principale problématique qu'ils rencontrent, c'est le financement? C'est le financement et clairement, et aussi l'accès aux terres. Parce que forcément, ils n'ont pas accès aux terres, manque de financement. Ils n'arrivent pas à comprendre quelle porte il faut taper pour avoir accès aux terres. Ils sortent d'école, donc forcément, ils doivent travailler.
Donc, ils vont trouver d'autres métiers à la place de leur métier prédilection. Ouais, parce qu'ils sont un peu dans l'urgence. C'est ça, clairement. Alors, justement, la fédération AOE, c'est ça? AOE. Regroupe des centaines de jeunes qui sont issus de filières agroéconomiques, techniques dans une dizaine de pays. Moi, j'aimerais avoir des exemples concrets. Est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de certains projets, certains jeunes qui font partie de la fédération et qui travaillent aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture? Je vais vous donner 2 projets. On va dire pour le Sénégal, il y a un projet avec des jeunes qui sont pluridisciplinaires, plusieurs équipes. Donc, ils travaillent sur le projet sur la mise en place d'un central d'achat de poissons. D'accord. Donc, avant, il y avait nos mamans qui allaient dans les rues pour vendre les poissons. Ouais. Donc, eux, ils veulent mettre en place un central d'achat avec un réseau de distribution derrière. D'accord. Donc, réseau de distribution, ça va aller de la pisciculture d'abord jusqu'à la livraison. Et voire même des jeunes qui vont tenir des cantines pour vendre en fait du poisson ou du poulet braisé avec la bonne nutrition, on va dire accompagnement salade ou riz ou céréales pour pouvoir le vendre moins cher dans des écoles, etc. Donc, ce sera des jeunes distributeurs qui seront logés avec des cantines. Où en est ce projet? Au Sénégal. Bon, là, c'est en cours de, on va dire, de business plan. D'accord. Ils sont en train d'étudier parce que c'est une équipe pluridisciplinaire, donc ils travaillent là-dessus pour pouvoir sortir un business plan finançable. Oui. Et derrière, j'en profite de l'occasion parce qu'on va lancer d'ici le mois d'août une plateforme qui va regrouper une centaine de projets parce qu'on est présent dans 10 pays. D'accord. Donc, chaque pays va donner 10 projets pour le mettre dans une plateforme pour pouvoir être financé. Donc, des plateformes que la commission finance AOE va gérer. D'accord, donc demander aux personnes qui sont en diaspora de financer ces projets-là? Oui, pas que la diaspora, parce que nous, on n'est pas que la diaspora, on est ouvert par l'épargne française et l'épargne aussi des Européens. D'accord. Donc, on est partout clairement... où il y a de l'argent, partout, on va chercher pour les Africains, parce qu'on sait que dans les années à venir, l'Afrique doit se nourrir déjà en priorité et après nourrir le reste du monde. Donc, l'Europe est plus proche en termes de liaison en Afrique que les autres pays. Donc, nous, on va chercher à avoir l'épargne européenne pour pouvoir développer des activités de transformation liées à la sécurité alimentaire des pays. Tout ça dans un contexte où on a appris que le président des États-Unis ne voulait plus apporter ses contributions d'aide à l'Afrique, l'Europe également. Ça va être compliqué, non? Non, parce que je dirais que c'est là la porte ouverte qu'il nous fallait, en fait. Ça ne nous contrarie pas. Au contraire, c'est un avantage pour nous de se dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit passer à l'action. On l'a vu récemment le 7 janvier avec la déclaration de Kampala qui nous dit qu'il faut trouver 100 millions de dollars pour d'ici 2035-45 pour pouvoir transformer les produits agricoles pour arriver à 45%. Donc, en y alliant aussi la société civile. Ils cherchent des privés, sociétés civiles et institutions. Donc là, aujourd'hui et demain, ils sont en train de mettre en place le plan d'action. D'accord. Donc nous, ça nous permet de se dire, bon, il faut épargner parce que nous, déjà, on dit à la jeunesse qui sont au pays, il faut développer l'épargne entrepreneuriale. Donc ne pas utiliser une aide qui ne nous aide pas au fond, en fait. C'est ça. Donc nous, on prend que les épargnes pour, dans un premier temps, la transformation des produits agricoles. Donc on a un système où on dit que les jeunes, c'est des sachants. Qui doivent partager des terres de 3 hectares chacun, et aussi qui vont accompagner les paysans. Parce que ces paysans aussi, ils vont apprendre de ces jeunes qui sont des sachants. Parce qu'un paysan aujourd'hui en Afrique, tu lui demandes un business plan ou un plan financier, il ne te le sort pas. Donc il y a un échange de bons procédés de savoir entre les deux. Le paysan a le savoir-faire de la terre, mais la jeunesse a le savoir-faire, bon, grosso modo théorique de la terre, mais pas pratique. D'accord. Donc, ils vont échanger avec ces paysans pour que chacun puisse accompagner l'autre. Et donc, créer cette synergie-là va pour promouvoir, en fait, de multiplier les PME, parce qu'on sait qu'en multipliant les PME, on multiplie forcément les emplois. C'est donc qu'on a besoin. Il faut les grands, mais il faut multiplier les petits aujourd'hui. C'est ambitieux, tout ça? Ambitieux, oui, mais je pense qu'on l'a lancé, là où on l'a lancé très récemment, avec des jeunes de moins de 25 ans. Et on l'a lancé avec le Sénégal au mois d'août de l'année dernière. Et très rapidement, on s'est retrouvé avec 10 pays.
Ah, ça veut dire que... Donc, on voit que la jeunesse est enthousiaste, la jeunesse en veut, et je pense que, bon, avec même, il y a un forum qui va se passer à Dakar du 31 octobre au 5 septembre, qui sera sur l'AFS Forum sur la nutrition, qui parle de la jeunesse, agripreneur, qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, nous, on sera présents aussi là-bas, et on sait qu'aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qu'il faut pousser. Donc, il faut les accompagner, il faut leur donner des terres, il faut rendre le métier attractif et il faut leur donner la possibilité aussi de s'exprimer, de pouvoir dire bon, ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire. Et après, leur laisser gérer en toute autonomie aussi, c'est aussi c'est ça. Bon, après, ils auront besoin de coaching au tout départ. Et après, au bout, après le coaching, et cette jeune-là qui gère des terres agripreneurs devra savoir comment on gère une entreprise. Donc, on va l'accompagner pour avoir comment on gère une entreprise, RH, finance, etc. Qu'il puisse aussi recruter en fait du monde. Et donc, en recrutant, il crée de l'emploi. Dynamiser l'emploi local. C'est ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'un exemple de projet. Est-ce qu'il y en a un qui est viable le projet de Bouaké, parce que nous, on travaille avec notre partenaire qui est Agrofinance Africa, qui, eux, ne vont pas sur les terres. Eux, ils vont que sur des transformations de produits agricoles. Donc, à Bouaké, ils ont 650 coopératives à mettre en place sur du céréal, pisciculture, aviculture et maraîchage, sur de la transformation, des petites PME. Donc, ils ont des paliers. Il y a un palier niveau 1, après niveau 2, niveau 3. Là, ils sont passés du niveau 1 au niveau 2 parce qu'ils ont pu regrouper les 650 et ils sont d'accord. Là, le président d'Agrofinance... 650 quoi ? Coopérative. D'accord. Donc là, actuellement, le président c'est gros, il y a du monde, en fait. Il y a du monde. C'est un gros projet. C'est un gros projet parce qu'on avait lancé le projet avec le fonds d'investissement à impact avec Agrofinance Africa le 7 février dernier à l'Intercontinental. D'accord. Donc, c'est un fonds d'investissement de 8 millions d'euros pour pouvoir financer des projets de transformation de produits agricoles. D'accord. Donc, en partenariat avec mairie de Bouaké. Donc, la mise en place de 650 coopératives s'est mise en place. Alors, je vais vous demander la même chose que notre invitée précédente, avec laquelle vous êtes venue d'ailleurs, que vous avez recommandé. Merci de l'avoir fait, parce que c'est très intéressant de parler communication dans le milieu agricole. Alors, racontez-nous aussi un petit peu votre histoire. D'où vous vient cette passion pour l'agriculture ? Quand est-ce que ça s'est déclenché ? Racontez-nous un peu qui vous êtes et votre parcours, Maïda Dississé. Bon, je dirais, j'ai un parcours plutôt supply. J'ai toujours aimé la supply chain, la logistique. Supply, bon, il n'y a pas d'équivalent en français, mais on va dire c'est la chaîne logistique. D'accord. Le simple, c'est la chaîne logistique en amont, en aval. C'est la logistique qui regroupe tout. Donc, j'étais intéressé par ça. J'ai fait tout mon parcours scolaire jusqu'au master en supply chain. Et après, par la suite, je m'intéressais toujours à l'élevage, en fait, de moutons. Parce que quand j'étais petit, je faisais toujours de l'élevage de moutons, de tabaski, que je tuais après à la tabaski quand j'étais petit au Sénégal. Donc, je suis né et grandi au Sénégal. Dans quelle région ? À Dakar même. Ah, à Dakar même, donc on faisait de l'élevage de moutons et de poules et j'avais un petit perroquet, donc c'est là que ça m'a intégré. Bon, l'élevage, comment on prend bien soin d'un animal, d'un mouton, etc., les vaccins, tout un processus. Et par la suite, petit à petit, l'idée est dit, bon, mais on peut faire quelque chose. Moi, je ne suis pas intéressé par les terres, mais la transformation, la chaîne de valeur, ça m'intéresse. Et la logistique, on en a besoin. Parce qu'on voit qu'en Afrique, on a pas mal on a moins d'infrastructures. Bon, la liaison entre pays, l'échange n'est pas trop ça. Mais bon, avec la ZECLAF, ça peut sortir ouvert. C'est quoi la ZECLAF ? La ZECLAF, c'est un libre d'échange, en fait, entre les pays africains. D'accord. Qui se met en place progressivement. Bon, on espère que très rapidement, qu'on puisse échanger et de manière continue. D'accord. Donc, et par la suite, maintenant, en faisant ça, je me suis dit, bon, il y a la jeunesse qui est là, qui en demande. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Donc, avec l'appui d'Agrofinance Africa et Michel Fursard, qui est son président. Vous avez oublié des choses, parce que du coup, là, vous avez parlé de votre enfance, du fait d'avoir ce déclic d'aimer s'occuper d'un animal, etc. Mais après, vous venez en France faire des études. Vous avez fait vos études en Afrique. Non, j'ai fait mes études en France. J'ai continué tout mon parcours en France, du bac jusqu'en master. D'accord. À Paris. Et après, j'ai continué. Et là, je me suis retrouvé pour créer des associations et coordonner les 10 pays de l'association. Et du coup, c'est venu tout naturellement. C'est naturellement. Donc voilà, mais je reste toujours dans le parcours où je reste dans la logistique supply, donc raison pour laquelle je coordonne les 10 pays et très prochainement en septembre, on aura aussi 10 pays anglophones.
D'accord. D'où notre événement le 3 juin à Paris, à la mairie du 16e, où le président des PME ougandaises sera présent, qui sera chargé d'ouverture des différentes AOE anglophones. Et le siège sera à Kampala. Raison pour laquelle, parce que avec la déclaration de Kampala, on va être en phase pour atteindre ces objectifs. Et c'est facile de convaincre des personnes de se lancer dans le milieu de l'agriculture sur le continent, de convaincre cette jeunesse et de leur dire que il y a des portes qui vont s'ouvrir. En tout cas, il y a de l'avenir dans ces métiers. Bon, c'est très facile parce que la communication maintenant est de plus en plus orientée agriculture. On le voit bien. Ouais, c'est vrai. Donc aujourd'hui, la jeunesse, avant, on communiquait moins, on parlait de tech, etc. Mais aujourd'hui, on parle d'agrotech, on parle d'intelligence artificielle dans l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait avec l'agriculture? Donc je pense que la communication est très bien alignée et la jeunesse en veut. La jeunesse peut se dire que, bon, en fait, j'ai quelque chose à faire dedans. Moi, quand j'ai lancé AOS au niveau du Sénégal, j'avais pas de mal, je me retrouvais à faire des 4-5 réunions Zoom pour parler, prendre un entretien. En fait, on prend un entretien à la personne pour lui parler de ce qu'on fait. Est-ce qu'il peut donner de son temps, combien de temps par mois, etc. Et si ça l'intéresse, on y va. Et on leur dit, par contre, si vous êtes des agripreneurs, il faudra penser à développer votre épargne. Combien tu peux épargner par mois? C'est 100 francs en CFA ou 500, mais il faut épargner avec le projet. Sur combien de temps tu veux le développer? Sur 5 ans, donc il faut commencer à épargner déjà à présent et voir mettre en place quelque chose. Parce que avec 0, on ne fait pas grand-chose, mais avec 3 fois 0, on peut faire quelque chose. Donc, du coup, vous les mettez face à toutes les réalités. Exactement, parce qu'on s'est dit que, bon, si tu ne peux pas mettre quelque chose sur la table, il ne vaut mieux pas aller se lancer. Aujourd'hui, on le voit, hein, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de banque. La banque, au niveau local, ils financent moins parce qu'ils se disent, bon, les terres, c'est, voilà. Donc, s'ils financent, c'est avec des taux exorbitants, je dirais. Donc, l'agriculture, aujourd'hui, on essaye de le revoir autrement. Mais via un consortium qu'on se fait tous ensemble pour le mettre en place, en fait, avec l'épargne du privé. Surtout, aller chercher l'épargne du privé que du public. Et par exemple, si des personnes en diaspora qui nous écoutent aujourd'hui ont envie de financer ou en tout cas de s'investir ou faire un retour au pays, parce qu'on a beaucoup de personnes de la diaspora qui rentrent sur leur terre d'origine, c'est l'occasion de leur dire également, c'est le champ de tous les possibles. Oui, et clairement, c'est dire que nous, on leur dit toujours investissez dans la transformation. Parce que la terre, bon, ça peut fonctionner ou pas. Donc, parfois, tu as trop d'eau ou parfois moins d'eau, etc. Alors que la transformation, oui, on peut gérer et on peut voir. Nous, avec AFA, on travaille. AFA a ses propres instruments financiers, tels que les obligations AFA avec un rendement de 5% par an ou des titres participatifs pour ceux qui payent des impôts en France. Parce qu'AFA, c'est une société à mission collective. Donc, avec ces statuts-là, ça lui permet d'avoir 25% de réduction d'impôts. Donc, par contre, c'est 1 000 € par an sur 7 ans par rapport à un titre par rapport à une obligation. Ça fait moins de 100 € par mois. C'est ça. On ne gagne pas plus, mais tu aides le pays. En même temps, tu te retrouves. Et ceux qui veulent aller plus loin, il y a l'action au niveau du fonds Solipar. Donc, il y a l'action qui peut aller à un rendement de 20%. Donc, il y a des actions du risque, mais nous, on arrive à se dire, bon, les associations, en finançant ces associations, leurs projets sur la transformation, nous, avec AFA, on a une formule où l'agriculteur participe au capital de l'unité de transformation. Parce que dans l'idée, il faut que aussi l'agriculteur puisse avoir un second revenu. Second revenu qui va venir des unités de transformation. Donc, on a un processus qui dit que, bon, l'agriculteur... Que tout le monde s'y retrouve, en fait. C'est clairement ça. En fait, il faut que toute la chaîne, tout le monde s'y retrouve gagnant-gagnant. L'agriculteur se dit, moi, j'ai un second revenu qui vient de la transformation. Si les terres ne marchent pas, bon, il y a la transformation qui ramène. Et voir plus loin, peut-être que c'est sa fille ou sa femme qui travaille dans l'unité de transformation. Donc, ils pourront mettre une épargne familiale, forcément. Tout a été bien pensé. Et réinvestir dedans. Tout a été bien pensé. Clairement, depuis 3 ans, avec Michel Fossard qui avait pensé via pas mal de réunions qu'il a eu à faire à la UISME et avec d'autres organes, là où c'est l'idée, bon, l'agriculture, parce que lui, il est un fort militant des PME agricoles. Donc, il pense PME, il pense petit. Donc, nous, on a rejoint l'idée et de là, avec obligation, et nous, c'est pour ça la raison, on s'appelle obligation. Parce qu'obligation, on s'est dit qu'on a un devoir patriotique de faire quelque chose pour notre pays. Peu importe si ce n'est pas les moyens,
au moins de nos compétences, en fait, on peut accompagner. Et après, économique, parce qu'on veut que les jeunes puissent épargner, en fait, dessus. Alors justement, cette grande convention dont nous allons parler pour terminer, qui a lieu le 3 juin prochain à Paris, un événement phare qui va réunir des élus, des institutions, des entrepreneurs, la diaspora autour des grands enjeux de souveraineté alimentaire et de transformation agricole en Afrique. On est tout plein dans le sujet. Ça va se passer dans les salons de la mairie du 16e, autour d'une vision, une ambition commune, transformer l'agriculture africaine en s'appuyant sur tous les talents locaux et une épargne entrepreneuriale citoyenne. Vous nous parlez un petit peu de l'événement plus en détail? L'événement, on aura mis en place 3 tables rondes et 3 ateliers. Sur quelle thématique? Sur la chaîne de valeur, innovation financière. Et 3e table ronde, c'est les collectivités locales et l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans le concret, là. On est dans le concret parce qu'aujourd'hui, les collectivités, j'aime pas prononcer le nom, donc c'est aide, mais non, ils ne nous faisaient pas d'aide en fait. Donc clairement, aujourd'hui, comment on travaille avec les collectivités locales? Parce qu'il y a tellement de villes jumelées avec les villes jumelées en France et en Afrique. Comment on travaille? Est-ce qu'on va dans les agriculteurs et les agripreneurs? Comment on les accompagne? Et après, comment on développe aussi l'épargne des Français pour pouvoir orienter l'Afrique? Donc nous, on dit toujours, épargner, la France épargne sur l'armement, mais nous, en Afrique, on veut épargner sur la nourriture. Clairement. Donc, ce jour-là, il y aura des élus qui vont venir échanger pour pouvoir mettre des réponses à l'action concrète, en fait. Donc, on est dans le concret, nous. On pose les actes qu'il faut. Donc, c'est pour ça, après, même, on aura le président qui est en tournée au niveau des différentes fédérations des AOE. Oui. Donc, récemment, il était à Yaoundé où il a rencontré le ministre de l'Agriculture de la fédération. D'accord. Qui est parti rendre visite à Yaoundé avec le ministre de l'Agriculture pour parler de la jeunesse et aussi l'école de Belinga parce qu'on veut que dans les écoles, qu'ils puissent avoir des agritech. Qu'aujourd'hui, Cameroun, on peut échanger avec Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire peut échanger avec le Sénégal. Donc, c'est un réseau qui se forme et on le met en place. Et petit à petit, moi, ça, je ne croyais pas, mais c'est monté crescendo très, très rapidement. Donc, j'ai vu... Il y avait une véritable attente. L'attente était là et je me disais, ça allait prendre du temps, mais c'était très rapide, en fait. Peut-être que c'est le moment où tout le monde parle d'agriculture qui fait que c'est l'effet, que tout le monde se dit, c'est l'agriculture, la transformation, qu'est-ce qu'on fait? Bon moment. La jeunesse, on est arrivé au bon moment, on appelle la jeunesse. Donc, la jeunesse de nous rejoindre. Cette convention sera diffusée aussi en ligne sur notre page YouTube Obligations économiques. Le lien est sur demande et on peut s'inscrire aussi via www.obligationséconomique.org avec un S, obligation et économique aussi, pour pouvoir s'inscrire, le suivre en présentiel ou en ligne. C'est le 3 juin prochain à Paris, dans le 16e, en présentiel ou en ligne. Vous venez de l'entendre. Et on attend plus de 200 participants en présentiel et plus de 500 en ligne. Bravo. C'est ça. Bravo. Merci. Comment vous avez envie de conclure, Maïda Cissé? Je dirais aujourd'hui, la jeunesse est prête pour passer à l'action. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut pousser cette jeunesse-là, les sachants, à aller montrer que l'agriculture est attractive avec ces différents métiers qui peuvent se créer et le mettre en place et passer à l'action. La jeunesse est là pour y aller. La jeunesse fait que la demande. On y va, on fonce, on va dans l'action et voilà. Merci. Merci d'être venu sur le plateau d'Espace TV Europe pour venir nous parler de ces belles initiatives, de ces beaux projets. On souhaite longue vie et puis j'espère que vous reviendrez bientôt, dans quelques mois ou même dans quelques années pour nous donner des nouvelles des projets que vous avez initiés. Ce sera avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation et merci à nos auditeurs et auditrices et merci à l'équipe technique. Merci beaucoup. L'info du matin, c'est maintenant dans les matins d'Aïssa sur Espace. Dernière ligne droite avant de rendre l'antenne à Moutati. La Dame de Fer était de passage. Elle est venue nous parler de son nouveau spectacle I Have a Dream et de son ancien spectacle à Moutati. Elle est tellement dynamique
dynamique, celle-là, qu'elle joue les deux en même temps. Prochaine représentation, donc demain, vendredi pour I Have a Dream à la Nouvelle Scène, n'oubliez pas. Et puis samedi 17 mai également, 19h30, représentation pour vous. Amoutati, la Dame de Fer, la rejoue le 11 mai prochain, dimanche à 18h30. Donc, premier bon plan. On continue avec l'un de nos invités d'avant-hier sur le plateau, Sekou Keita était venu avec sa Cora. Franchement, c'était magnifique. Il sera en concert au New Morning, c'est lundi 12. J'espère que vous avez bien noté. Au New Morning, à Paris, rue des Petites Écuries. Si mes souvenirs sont bons. L'exposition Zouglou in the City, c'est donc ce samedi, donc dans 2 jours, samedi, 11h, 21h. L'entrée est gratuite, c'est à l'île Saint-Denis, je vous le rappelle, Maison des Initiatives et de la Citoyenneté, 1 bis rue Méchin à l'île Saint-Denis. Le rendez-vous du cinéma Nollywood a commencé, vous le savez, il continue jusqu'au 11 mai. Donc n'hésitez pas jusqu'à dimanche, cinéma l'Arlequin. Et puis n'oubliez pas le temps d'animation pour les enfants. Le dimanche, rendez-vous avec vos enfants pour voir des films d'animation afro. Vous allez voir, c'est génial. Il y a également Sandaka City qui revient ce dimanche du côté du Fort de la Briche, 4 rue du Fort de la Briche à Saint-Denis. Toute la journée de 10h à 19h, des ateliers, des stands, de la gastronomie. C'est la 2e édition de cet événement. Et puis Rire la Jolie, ça court jusqu'au 20 mai avec de nombreux temps forts, plein d'humoristes, de la musique, des festivités. Ça se passe du côté de Mantes-la-Jolie. Donc n'hésitez pas, à Rouen également et à Paris notamment, à La Villette dans le 19e. N'hésitez pas à aller sur le site dédié pour faire votre programme. Je pense qu'on a fait le tour. Ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver pour la dernière de la semaine avec beaucoup de bonheur et je compte sur vous pour nous rejoindre vendredi matin, donc demain, dès 10h. Vous vous branchez directement sur votre canal préféré, soit sur Free, où vous nous recevez, sur Bouygues, Orange, oui, ça y est, c'est revenu. Voilà, on salue toutes les équipes du côté de la Guinée, du côté de Paris, François-Maxime, merci beaucoup pour cet accompagnement. Et je vous laisse avec la promo des coulisses des hits. C'est dimanche le rendez-vous. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous.